Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir dans le podcast Tom Morris. Bonjour Tom, comment vas-tu ? Bonjour Baptiste, ça va très bien, je suis ravi d'être ton invité, ça me touche. Bon, génial. Alors Tom, tu es Stratégie et Planning Associate dans l'équipe People de Spendesk. C'est un mot très compliqué, tu vas nous expliquer tout ça. Avant ça, tu étais Knowledge Manager, toujours chez Spendesk. Donc ça nous intéresse aussi beaucoup d'échanger sur ce sujet-là, voir quel pont on peut faire entre le learning et le knowledge management, expliquer à tout le monde ce que c'est que être gardien de la connaissance dans une organisation. Avant ça encore, tu travaillais chez Faber-Novel, tu étais en charge de toute la partie recherche et notamment publication, analyse de marché. Et il se trouve que tu as un side project qui est assez, j'allais dire, original, puisque tu es aussi adjoint à la mairie d'Aubonne, une petite ville des Yvelines, si je me trompe pas, Oh là du là, Val d'Oise. ça c'est double Je commence très faute. mal. Double faute au tennis. C'est à la fois parce que c'est dans le Val d'Oise, Je 9-5, me suis corrigé. 7-8, et petite ville, ah non, quand même 25 000 habitants. Bon, après tout est relatif, c'est vrai qu'en Ile-de-France il y a plus gros, mais ça fait Bon, quand alors, même... l'une des mégalopoles du Val d'Oise, On est où tu es d'accord. en charge et délégué à l'économie, à la vie locale. On en parlera peut-être un petit peu, voir si on arrive à faire un pont entre le learning et l'apprentissage en continu, et tes fonctions à côté de ton travail chez Spendesk. Je suis vraiment ravi de t'avoir. J'espère quand même que tu m'as réservé quelques calembours, parce que tu es quand même pas mal réputé pour ça aussi. Pour les gens qui te suivront après l'épisode sur les réseaux sociaux, j'espère qu'ils pourront se délecter de quelques-unes de tes saillies. En tout cas, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander peut-être de compléter cette petite introduction, peut-être en nous rappelant ce que c'est ton poste aujourd'hui chez Spendesk? Ouais, bien sûr. Je vois que tu as bien poncé LinkedIn, bravo. Alors Strategy and Planning Associate, c'est un peu neuf et c'est en cours d'ébauche. Donc, disons que je fais beaucoup de gestion de projet côté people en ce moment. Il y a quelque chose qui m'accapare, c'est la mise en place d'un outil de gestion de la performance et de sondage des Spendeskers qui s'appelle CultureAmp, qui a énormément de fonctionnalités et on lance jamais des outils, mais plutôt des comportements ou des nouvelles manières de faire. Donc c'est tout ça que je fais en ce moment depuis que j'ai rejoint l'équipe en décembre. Et sinon, Strategy and Planning Associate, ça sera surtout sans doute un rôle, peut-être comparé à un Chief of Staff, qui commence à être un poste qui se développe un peu dans l'écosystème startup. Donc je vais essayer de faire avancer les projets de l'équipe People et de suivre les routines d'équipe, les grands indicateurs qu'on a envie de suivre. Disons que ce sera déjà un bon début. Super clair. Et alors du coup, avant ça, et c'est pendant quoi, 2-3 ans que tu as fait, tu as été Knowledge Manager Oui, tout chez à fait. Spendesk? Je suis arrivé en novembre 2019 chez Spendesk, pour donner aussi du contexte aux auditeurs sur ce que ça représente. C'est qu'on était 120 quand je suis arrivé et aujourd'hui on est 370. 2 ans, 3 mois plus tard, sachant qu'il y a eu l'épisode Covid où on a gelé les embauches pendant un petit moment en attendant de voir plus clair sur le contexte économique. Donc c'est x3. Avec ça au milieu, c'est assez énorme. Et j'étais Knowledge Manager effectivement pendant 2 ans. Et Knowledge Manager, alors je peux essayer de te résumer ce que c'était. Ce qui est marrant, c'est que, alors, je pense que la première caractéristique, c'est un poste qui évolue beaucoup. Que j'ai essayé d'avoir un pitch relativement clair, mais il a évolué souvent. Donc, un temps, j'y avait un peu 3 choses. J'avais être responsable de l'infrastructure du knowledge, c'est-à-dire surtout gérer Notion.
Deuxièmement, c'était d'être responsable du cross company knowledge. Donc je me voyais comme quelqu'un qui était dans l'une des rares positions d'être au centre géographique, au barycentre de Spendesk, d'être intéressé par toutes les équipes, de travailler pour toutes les équipes. Je pense à part le CEO Office, il n'y avait personne d'autre. Donc sur certains types de contenus, certains types de savoir, j'étais le mieux placé pour y réfléchir, pour repérer des angles morts surtout. Je pourrais donner des exemples après. Mm. Et le dernier point sur lequel j'ai travaillé, c'était je sais plus comment j'appelais ça, peut-être du team specific knowledge, être plus peut-être un consultant qui allait travailler sur certaines problématiques de knowledge management. J'ai par exemple aidé l'équipe sales sur la Sales Bible ou l'équipe produit sur de la documentation des fonctionnalités. Effectivement, alors, c'est un rôle plutôt nouveau. Et alors, nouveau, j'allais dire, au niveau macroéconomique dans les organisations. Dans les startups qui sont en croissance forte, je pense que c'est un rôle qui est éminemment stratégique. Je voudrais peut-être revenir sur la définition, en tout cas ce qu'on appelle le knowledge management. Parce qu'effectivement, de l'information dans les organisations, il y en a beaucoup. Comment déjà on choisit ce qu'on a envie de manager comme information et ce qu'on n'a pas envie de manager? C'est quoi les. Enfin, quand tu décides de mettre en place, alors Notion, pour ceux qui ne sont pas au courant non plus, c'est un software qui permet de faire de l'édition de texte de manière très simple, mais qui est un peu un éditeur de texte sur stéroïdes qui permet de faire de la base de données, de relier des choses ensemble, de faire des templates, de répliquer des pages extrêmement rapidement. Et c'est effectivement un peu le couteau suisse du knowledge manager, notamment. En tout cas, ça sert à plein d'équipes. Comment tu choisis à quel moment et quelle information tu as envie de sanctuariser, de documenter? C'est quoi ça vient des équipes opérationnelles? Ça vient de vous, on va dire en centrale, pour être sûr que si les gens partent, tu gardes bien, comment dire, si ce n'est de quoi les remplacer, en tout cas le savoir-faire de l'équipe. Comment ça se met en place? Comment cette réflexion s'articule? Eh ben, excellente question qui est impossible à répondre. C'est très très dur. En fait, je pense que ça dépend du contexte déjà dans lequel se situe la boîte. Moi, quand je suis arrivé, Notion était déjà en place. Donc, il y a parfois d'autres knowledge managers ou des personnes intéressées par le knowledge management qui me posaient des questions. Et en fait, moi, je suis là. Bon, si je devais recréer Notion, je pourrais avoir des idées. Mais quand je suis arrivé, Notion était en place. Donc, ce qui avait été sanctuarisé, pour reprendre ton expression, était déjà là pour une bonne partie. Et en fait, je pense que l'information, quand on met en place un outil comme Notion, l'information, elle est libre de toute façon. Donc je dirais que c'est peut-être pas tant choisir ce que tu vas sanctuariser que d'aider à partager les bonnes pratiques, à faire en sorte que tous ceux qui vont créer des pages, qui vont vouloir partager de l'information, le fassent d'une bonne manière et être repérés quand on est knowledge manager. Peut-être que le poste n'est pas clair pour certains. Les gens étaient assez curieux, alors au sens positif du terme, mais peut-être certains un peu sceptiques aussi quand je suis arrivé, de se dire, bon, mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? C'est important d'être identifié aussi comme quelqu'un qui peut les aider, donc sanctuariser, ou aider à structurer des choses, je suis plutôt en soutien que de dire, tiens, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et du coup, tu as aussi un rôle un peu de partager les bonnes pratiques d'une équipe à l'autre. J'imagine que tu avais soit des profils ou des équipes qui étaient plus en avance que d'autres ou qui avaient plus formalisé les choses que d'autres dans ces différents outils. Comment t'organiser justement ce partage de connaissances qui est un peu méta, qui n'est pas la connaissance en tant que telle que vous stockez, mais plutôt ces bonnes pratiques? Il y avait un Notion sur comment utiliser Notion? Ouais, bien sûr. C'est la base. Je pense que ce qui est peut-être le plus important que j'ai fait en enablement, disons, de knowledge management, c'était d'avoir un atelier, un petit cours quand les nouveaux arrivaient. Là, je l'ai mis en place. Ensuite, quand on a mis en place un learning management system, j'ai transféré ça en module d'e-learning. Je pense que ça, c'était clé. Donc, après les bonnes pratiques, je me les suis créées moi-même. Je me suis inspiré à droite à gauche. Je dirais pas qu'il y avait une équipe qui était
je sais pas, un peu le Graal qu'on pouvait chercher à répliquer. Il y avait des bonnes pratiques, je pense, un peu partout. Mais ce qui était important, c'était d'avoir quelque chose de structuré. Et puis, au-delà des bonnes pratiques de knowledge management, il y a juste savoir gérer l'outil. Et Notion, pour le coup, il peut y avoir des réfractaires. Donc, on voulait pas laisser échapper les gens ou qu'ils se découragent vite. Donc, je dirais que, outre le fait d'avoir créé un cours pour aider les gens à comprendre Notion, à comprendre nos choix de structure et à comprendre les fonctionnalités, Mm. c'était de le faire dès le début. Ça, je me souviens, mon chef, donc, qui était Head of Operations quand j'étais Knowledge Manager, m'a dit il faut que ce soit le deuxième workshop auquel les gens aient accès quand ils arrivaient chez Spendesk. Donc, j'étais juste derrière le workshop du CEO. C'est pour ça qu'on commençait souvent en retard. C'est super Et- intéressant ça. Ouais. La gestion de la connaissance, c'est l'un des trucs les plus importants de l'onboarding chez vous. Ouais. C'était un choix fort. Bon, ça l'est toujours, hein. Après, maintenant, comme c'est du e-learning, ouais, on l'introduit vite, mais les gens sont un peu plus libres aussi dans l'ordre, enfin, de l'ordre dans lequel ils suivent les modules. Mais ouais, c'est quelque chose qui est vraiment important. Faut pas que ça, on peut pas penser que c'est naturel ou que les gens vont s'y intéresser, ouais, spontanément. Il faut vraiment le pousser parce que c'est un levier pour eux. Si tu Mm. arrives à avoir accès à l'information, enfin, l'onboarding, c'est une période de collecte de l'information finalement. Donc, tout ce qu'on peut faire pour aider à catalyser cette acquisition de connaissances, il faut pas hésiter. Alors là, on vient de parler un peu du principe global du knowledge management. Je voudrais te proposer un petit cas pratique. Ouais. Je suis manager d'une équipe. On est de plus en plus à distance, donc on travaille, alors soit, je vais utiliser un gros mot, en mode hybride, soit simplement on a instauré Alors, et mode hybride, c'est quoi? Tu travailles de ta Prius ouais, très bien, c'est bon, ça commence les bons. Allez, cadeau. Donc le mode hybride étant un mode dans lequel l'équipe, on va dire, est à distance par défaut, et avec des jours de télétravail qui sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, des jours Ouais. d'équipe qui sont pas forcément une fois par semaine, mais plutôt une fois par mois, une fois par quinzaine. Euh, le fait de cette configuration, on a tendance à voir se développer de la communication asynchrone, donc d'une certaine façon du knowledge management. L'exercice que je te propose, c'est de dire, par exemple, dans l'ensemble des moments de vie d'une équipe, c'est quoi vraiment les choses à capturer pour être sûr de rester efficace, pas perdre de temps. Est-ce qu'il y a, alors en introduction, on a parlé et avant d'allumer les micros, on a parlé de l'onboarding. J'imagine que ça commence à l'onboarding, ça a été un gros chantier sur toi. Au niveau d'un manager, est-ce qu'il y a quelques techniques que tu as vues, des bonnes pratiques que tu as vues se mettre en place, que ce soit sur les rituels, les points d'équipe ou au contraire sur des sujets plus d'expertise? Tu parlais de Sales Bible tout à l'heure, donc la Bible des commerciaux. Euh, C'est Quel est chaud, ton hein. ressenti? Hein? C'est dur Ah bah ce que tu écoute, me demandes. T'aurais pu me t'as prévenir. accepté l'invitation, fallait pas. Ouais, Hein. ouais, tu m'as bien traquenardé. Euh, alors, sur la partie routine d'équipe, euh, je pense que mon conseil, je vais commencer de l'abstrait. Je sais que tu veux des trucs très concrets, mais je vais te donner des trucs très abstraits. Je vais être très frustrant. Je pense qu'il faut partir des enfin, first principles pour parler franglais. En fait, c'est quoi tes objectifs? Tu veux servir quoi comme objectif finalement? Parce que avant de rentrer dans le concret, il faut être clair sur l'objectif. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour l'onboarding. Plutôt que de se dire il faut des routines d'équipe, ce qui est un peu un mode, je pense, un mode de pensée classique, de dire ok, quand tu as toujours été dans des boîtes, par exemple, où il y avait un kick-off le lundi matin, spontanément, si tu deviens manager d'une équipe ou tu rejoins une autre boîte, tu vas t'attendre à ce qu'il y ait un kick-off le lundi matin et tu vas jamais questionner pourquoi il faut un kick-off. Donc en fait, pour moi, c'est déjà questionner les objectifs. En termes de routine, enfin, de routine synchrone ou asynchrone. Je commencerai par là. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux transmettre de l'énergie à ton équipe? Est-ce que tu veux qu'il y ait de l'information qui soit partagée?
Dans quel sens? Est-ce que c'est entre pairs? Est-ce que c'est du haut vers le bas et donc potentiellement des autres départements de l'entreprise ou du leadership vers les plus bas niveaux entre guillemets? Est-ce que c'est du bas vers le haut, d'éviter les angles morts que tu peux avoir en tant que manager? Est-ce que c'est pour débloquer des points critiques au sein de l'équipe, des gens qui sont en stress, qui ont des projets qui avancent pas, tu veux repérer ça. Enfin voilà, il faut être au clair sur les principes avant de rentrer dans le design des solutions. Et je pense que ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on met tout sous le même, dans une même boîte, on mélange bien la pelote et on se dit que ça va répondre à tout sans vraiment le conscientiser. Et je pense que c'est dommage. Un bon kick-off, je pense qu'il répond à un enjeu et pas deux. Parce que à la fois vouloir faire un petit icebreaker, bon encore icebreaker, c'est vite fait, donc ça va, mais essayer de mettre un peu de peps dans l'équipe, puis de faire un tour de table où chacun partage ses projets, puis d'avoir une présentation un peu inspirante pour sortir du tout boulot, ben, je pense que c'est 3 enjeux différents et pour chacun, c'est pas la même solution. Parce que, par exemple, partager ses projets, moi je pense que se réunir pour faire un tour de table, c'est plus sympa de le faire sur Slack ou sur une note Notion parce qu'il y a une trace écrite, chacun le fait quand il peut quand il veut le lundi matin et chacun peut le regarder qu'il ait été présent ou pas. Donc je commencerai par ça. Et j'ai déjà oublié la deuxième partie de ta question, au-delà des routines. Non, non, mais c'est hyper intéressant. La deuxième partie était plutôt sur, en termes de connaissances à conserver. Quand Ouais, tu es manager, alors, une première idée, effectivement, qui est très liée à ce que tu viens de dire sur l'objectif, j'imagine que tout ce qui est lié au savoir-faire de l'équipe, aux méthodes, c'est un peu la base, mais est-ce qu'il y a ouais. une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a des choses à affiner? Est-ce que tu avais des exemples de choses qui se sont mis en place à ce niveau-là quand tu as proposé ces outils et que tu as proposé aux équipes de bien faire attention de conserver les choses qui peuvent être importantes? Il y a des principes qui sont mis en place. Que c'est dur. Bah, ouais, je pense les objectifs, le suivi des objectifs, le suivi des projets, les méthodes qu'on peut avoir au sein de l'équipe. Moi, enfin, spontanément, par rapport à ce qu'on vient de se dire aussi sur les routines, je vais penser à un template qu'on avait pour que chacun partage ce qu'il avait fait la semaine d'avant, ce qu'il comptait faire cette semaine. Ça peut être juste une page qui résume les objectifs de l'équipe, comme ça tout le monde les a sous les yeux et penser à la mettre à jour, parce que il y a le stock et le flux, et il faut bien penser les deux, la maintenance de tout ce qu'on crée. Donc ouais, c'est ce à quoi je penserais spontanément, mais là aussi c'est peut-être moins sur la réponse. Je pense que c'est compliqué d'avoir un rendu très clair, c'est plutôt un schéma, enfin une manière de penser que j'essaierai d'identifier. C'est peut-être à partir de quand on se dit qu'il faut formaliser quelque chose. C'est quoi nos critères pour savoir qu'il est temps de sanctuariser des choses? Encore une fois, Ok. pour reprendre ton vocabulaire. Est-ce qu'on se dit quand quelqu'un a demandé, quand j'ai 3 personnes qui me demandent la même chose, il est temps de créer une page? Tu vois, c'est peut-être ça la bonne manière de réfléchir. Hyper clair. Je vais faire le point avec un autre sujet dont tu as parlé un tout petit peu, parce que dans ton rôle de knowledge manager, tu avais aussi une grosse partie de learning. Ouais. Il me semble que tu t'es chargé du. Alors, je ne sais pas si c'est le déploiement ou du design de votre learning management system, donc de votre plateforme de learning interne. Comment les deux choses s'articulaient et comment tu as piloté ce projet-là pour en faire, on va dire, une bonne expérience apprenante pour j'allais dire pour les nouveaux et puis pour les gens qui peut-être ont changé de poste dans l'organisation chez Alors, Spendesk. ouais, les deux sont très liés. Le Learning Management System qu'on appelle la Spendesk Academy recouvre plus que l'onboarding, mais l'onboarding est quand même une expérience majeure. Cela étant dit, quand j'ai refait le programme d'onboarding de Spendesk au printemps-été 2020, on avait en tête 360 Learning qu'on avait repéré, mais en fait, le temps de débloquer le budget là-dessus, on a commencé à mettre en place la nouvelle expérience d'onboarding sur Notion. Donc les deux ont été séparés au début. Donc cette refonte de l'onboarding, pour moi, elle illustre bien ce que j'expliquais juste avant, c'est-à-dire de
de partir des first principles pour essayer de concevoir quelque chose. En fait, l'onboarding, c'était quelque chose qui finissait par être d'une certaine façon parce qu'il avait toujours été d'une certaine façon. Donc bon, il n'y avait plus de questions de cohérence, plus personne se disait mais au fait, pourquoi il y a un onboarding? C'est quoi l'objectif d'un onboarding? L'onboarding, c'était devenu, moi, ce que j'appelais une espèce de suite, pas infinie, mais presque en termes d'expérience de workshop. Allez, tu as 18 workshops en 2 semaines, tu sors d'un workshop, tu vas dans un autre workshop, au fur et à mesure, comme l'équipe se complexifie, comme la boîte grandit, il y a de nouvelles personnes qui proposent d'ajouter des workshops, donc super, qui veulent contribuer à l'onboarding des nouveaux, mais c'est très rare, à l'inverse, d'avoir des gens qui demandent à retirer leur workshop de l'onboarding. C'est un onboarding de plus en plus grand, de plus en plus bouffi, avec une seule expérience d'apprentissage quasiment qui est le workshop et sans que personne se dise mais au fait est-ce que l'ordre dans lequel on suit les workshops a du sens et au fait pourquoi ces workshops sont là, c'est quoi le but qu'il y a au-dessus. donc voilà, je suis reparti d'une page blanche ou presque en disant bon, par rapport au retour qu'on avait des nouveaux, l'onboarding c'est les 4 premières semaines, donc je me suis concentré sur le tronc commun d'onboarding, je précise, ce que j'appelle le compagnon un peu. Je suis pas allé dans l'onboarding par rôle ou l'onboarding par équipe, mais vraiment sur le tronc commun. Qu'est-ce qu'on veut que n'importe quel nouveau Spendesker ait comme connaissance, comme savoir-faire sur la boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits groupes de Spendeskers divers en fonction de leur rôle, leur équipe, leur âge, leur expérience, leur seniorité au sein de Spendesk. Et je leur ai dit, en fait, c'est quoi les thèmes qui vous paraissent importants de transmettre aux Spendeskers. Une fois qu'on a identifié un petit nombre de thèmes, on s'est dit, pour chaque thème, c'est quoi de manière plus détaillée les contenus, les messages que vous avez envie de transmettre. Et une fois qu'on a défini les messages, quelle est la meilleure manière en termes de format pour transmettre ce message-là? Et à la fin, on avait une grille avec 6 programmes, donc mission, produit, organisation, outils et market and positioning. Si j'ai pas oublié. J'en ai peut-être cité que 5 et après il y avait peut-être un sixième, ou j'en ai mis un sixième plus tard qui était Your First Day at Spendesk pour essayer de caler les trucs qu'on voulait vraiment pas oublier et avoir une expérience plus guidée juste sur le premier jour. Mais voilà, j'en suis sorti de ça avec une liste très claire des modules qu'il fallait créer, avec les formats associés, et derrière, c'était un peu dans cette grille, il y avait des choses qu'on avait déjà, on s'est dit, bon, cool, on peut reprendre ça et continuer, ou peut-être juste en changeant de format, et d'autres choses qu'il fallait créer. Et puis derrière, il a fallu fouetter les gens pour qu'ils produisent les contenus, parce que c'est bien le problème avec l'onboarding, c'est que tout le monde est d'accord que c'est une expérience fondamentale, c'est un moment clé dans n'importe quel Spendesker, mais en même temps, comme ça sort un peu du quotidien de chacun, c'est un effort supplémentaire qu'on leur demande de faire pour contribuer à cela. C'est hyper intéressant et merci beaucoup d'avoir partagé ça parce que je trouve la démarche centrée utilisateur vraiment en phase avec les enjeux aujourd'hui de donner une bonne expérience collaborateur. Donc ça, c'est vraiment top. Au niveau des formats, tu disais, il y avait peut-être un sujet, varier les formats. Au départ, tout était en format workshop, j'imagine présentiel ou en visio. Est-ce que quel type de format, sur quel type de format vous êtes allé derrière? J'imagine qu'il y a des choses qui sont restées dans ce schéma-là, mais il y a d'autres. On a inversé la chose finalement, c'est qu'aujourd'hui, je pense peut-être pas 80% de l'onboarding en termes de volume horaire, mais en termes de nombre de modules, en tout cas, il y a énormément de choses qui sont dans 360 Learning, connu sous le nom de Spendesk Academy. Et après, à l'intérieur de la Spendesk Academy, en fait, les cours, il y a beaucoup de vidéos, mais il peut y avoir plus ou moins de vidéos, et puis il y a quand même des notes qu'on peut mettre. Donc, selon le cours, ça va être un mélange qui va varier, un cocktail qui va varier entre les vidéos,
des petites notes, des illustrations, peut-être intégrer des slides et des questions. Donc c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de recette miracle, parce que la recette, encore une fois, c'est pas ce sur quoi on aboutit, mais c'est la manière par laquelle on y arrive. Donc moi, je serais plutôt très très arc-bouté entre guillemets sur les principes, mais pas sur le rendu final. Donc c'est voilà, qu'est-ce que vous voulez transmettre et quelle est la meilleure manière de le transmettre. Si c'est une vidéo et 3 questions, bah, très bien. Si c'est 3 vidéos, pas de questions et 2 notes, c'est très bien. Si c'est 5 notes, 2 questions et pas de vidéo, pourquoi pas. Enfin, il n'y a vraiment pas de règle d'or. Euh, Hyper clair. Et du coup, j'imagine que l'enjeu tout derrière, à la fin, c'est qu'effectivement les spendeskers, donc les nouveaux arrivés, rentrent par votre académie et progressivement soient, j'allais dire renvoyés vers Notion, mais en tout cas qu'il y a un pont qui se fasse, puisque j'ai quand même l'impression que Notion c'est l'outil du quotidien, c'est celui qui permet de suivre ce qui se passe en asynchrone pas mal dans l'organisation. Alors, tu pourras me raconter si vous avez d'autres outils que vous utilisez au quotidien, mais globalement, il y a quand même un enjeu de dire, tu as ta formation initiale, entre guillemets, et derrière, progressivement, on va te mettre un peu les mains sur le guidon et on va te laisser gérer plus tes projets. Et en fait, c'est ton équipe aussi qui va charger de t'onboarder sur l'espace Notion, quoi. Ouais, après Notion, enfin, oui, il y a des ponts vers Notion, mais je dirais que ce qui est important, c'est qu'il y ait des ponts avec ce qui est pertinent là aussi. Donc il y a pas mal de liens vers Notion, c'est sûr, mais là, le principe de base, c'est penser les liens entre les outils, en fait. Dans une startup comme Spendesk, c'est... Alors moi, je suis knowledge manager, donc encore une fois, il y a beaucoup de choses vers Notion, mais il peut y avoir, je sais pas, un renvoi vers Swile parce qu'ils viennent d'arriver et qu'ils veulent leur ticket resto, ou vers Personio qui est notre SIRH, ou vers Alan, notre assurance. Enfin, c'est là encore, on revient un cran en arrière. Le principe de base, c'est quoi? C'est de penser les ponts entre les outils. Et on en a tellement que c'est c'est clé. T'as un rôle de plombier. Ouais, c'est un peu un rôle de plombier, tout ça. On m'appelle le Mario le Mario de la connaissance. C'est hyper intéressant. Je reviens sur l'académie. Donc, on a vu le use case hyper intéressant de comment tu as mis ça en place sur l'onboarding. Est-ce qu'il y a d'autres moments de vie sur lesquels vous utilisez l'académie, d'autres choses qui se mettent en place progressivement? Alors, j'imagine que le premier use case est le plus important. J'ai cru comprendre que c'était l'arrivée des nouvelles recrues. Est-ce que ça sert pour d'autres programmes en interne? Ou Alors, est-ce qu'il y a d'autres modalités de learning chez vous? je vais te répondre, mais avant, je voulais juste, comme tu veux du concret, je Ouais, suis sensible à tes attentes, Baptiste, et je voulais juste revenir sur ce qu'on s'est dit, tu vois, sur le pont vas-y. entre la Spendesk Academy et Notion. Euh, ce pont, je l'ai vraiment explicité, je l'ai métaphorisé devant les Spendeskers, et c'est important. C'est pas uniquement en tant qu'architecte de l'avoir en tête, mais c'est de bien l'expliquer envers les gens, parce que pour moi, le problème, c'est pas le nombre d'outils. C'est qu'un problème s'il y a des doublons, par exemple. Bon, là, oui, c'est bête. S'il y a une équipe qui a choisi un outil de gestion de projet et une autre qui en a choisi un autre, alors qu'en fait, il n'y avait pas de raison d'en avoir deux, c'est là que le nombre d'outils est problématique. Mais le nombre d'outils en tant que tel, je sais pas combien on en a chez Spendesk, des dizaines, c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est d'expliquer pourquoi on fait les choix aux gens. Et donc moi, j'ai été très clair quand j'ai lancé la Spendesk Academy auprès de tout le monde en disant, voilà, vous posez peut-être la question, mais ça veut dire quoi pour Notion? Donc j'ai pris une analogie. J'ai dit, Notion, c'est le dictionnaire. La Spendesk Academy, c'est le manuel. Et je l'ai vraiment, il y avait une slide en town hall où j'ai montré ça. J'ai dit, imaginez que vous faites de l'anglais, vous apprenez l'anglais, vous n'allez pas apprendre l'anglais avec un dictionnaire. Donc je vais vous donner le manuel Apple Pie ou je sais plus comment il s'appelait là, de cinquième. Ça va être sur la Spendesk Academy. Et une fois que vous aurez les bases, et ben on vous aura mis le bon renvoi dont on parlait de la Spendesk Academy vers une note Notion. Par exemple, si j'ai introduit les nouveaux à notre positionnement par rapport à nos concurrents, on veut un peu les prendre par la main au début, mais ils peuvent retrouver une note où ils pourront, quand ils voudront, et selon le type d'information qu'ils veulent chercher, peut-être
se focaliser sur un concurrent plutôt qu'un autre, un marché plutôt qu'un autre, et ça, ils pourront le faire grâce au dictionnaire. Et donc, le dictionnaire, c'est la bonne analogie parce que qu'on soit en train de découvrir la langue ou qu'on soit très bon, on peut avoir besoin d'un dictionnaire. Donc, c'est important de vraiment évangéliser les gens sur les ponts. Et aussi, donc on parlait des renvois de la Spendesk Academy vers Notion, mais il faut pas oublier l'inverse. Et ça, j'ai aussi essayé de l'inculquer auprès des gens, de dire n'hésitez pas, quand vous avez créé un cours sur la Spendesk Academy, à mettre un lien dans les pages Notion. Par exemple, quand quelqu'un va arriver sur la page, je sais pas, les valeurs de Spendesk, il y a un petit encadré. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous découvrez cette page, je vous conseille d'abord d'aller regarder le cours sur la Spendesk Academy avant d'y revenir. Super clair. Longue parenthèse concrète. Non, mais en fait, on va pas fermer la parenthèse tout de suite parce que je trouve ça hyper intéressant. On va juste pas oublier la question que je t'ai posée. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres programmes dans l'académie? L'onboarding, tout à fait. On va y revenir juste après. C'est hyper intéressant cette analogie manuel dictionnaire. Et en fait, j'ai une question qui est un peu vache, mais en fait, je pense pas. Je trouve que c'est intéressant de l'avoir en tête. C'est en gros dans ton job de knowledge manager, c'est quoi la part de produire ou faire produire du contenu et la part de s'assurer que c'est à jour? Parce qu'en fait, il y a un gros sujet. Ouais, bien sûr. Tu n'as pas besoin de me répondre avec un chiffre exact, mais je pense qu'il y a un truc à vraiment avoir en tête si on veut se lancer dans un chantier de knowledge management, c'est que oui, il faut produire, oui, il faut documenter, mais il faut surtout pas oublier de maintenir à jour. Et quand tu parlais des ponts, en fait, ça m'a fait réaliser ça, et je trouve que ton analogie dictionnaire manuel est bonne. Les dictionnaires, les manuels, c'est mis à jour quand même régulièrement, quoi. Ouais, il y a des académies derrière, il y a des cercles de profs qui se réunissent. Bah, écoute, moi, dans mon expérience de knowledge manager, je dirais que la production de contenu ou l'aide à la production de contenu, ça a été 80% de mon job et la maintenance 20%. Ça, c'est la réalité. Après, l'idéal, je pense que ça aurait peut-être été l'inverse. Donc, je referais pas les choses de la même façon si c'était à refaire. Et quand on me demande, je vais créer un espace Notion pour mon équipe, on va passer dessus, c'est quoi tes conseils? Bah, je vois des choses que peut-être j'aurais bien aimé faire chez Spendesk si j'avais été là au moment, c'est-à-dire 6 mois avant mon arrivée, quand Notion a été mise en place. Et ça va répondre aussi à ta question. Je pense qu'aujourd'hui, j'appliquerai des conseils que Notion eux-mêmes donnent lors de leurs conférences en disant comment on utilise Notion chez Notion, c'est-à-dire de structurer toutes les pages dans une base de données avec des propriétés type dernière modification, qui est une propriété automatique sur Notion, et responsable de la page. Comme ça, on peut facilement voir qui est responsable des pages. S'il n'y a pas de responsable, on peut aussi faire des fils pour repérer vite fait des pages où il y a un flottement et repérer les pages qui n'ont pas été mises à jour depuis longtemps et après se dire est-ce que c'est normal que ça n'ait pas été mis à jour depuis longtemps? Par exemple, la vision de la boîte, peut-être tous les ans, mettre un coup de repasse, mais j'espère pas toutes les semaines. Et d'autres, en revanche, les objectifs, par exemple, où il y a quand même souvent des ajustements, je dirais, au trimestre, où là, il faut peut-être s'inquiéter. Ou les projets, par exemple, s'il y a des pages projets qui sont vraiment pas mises à jour, c'est problématique. Super clair. Je note la technique, structure autour des dates de modification et surtout d'un ownership par document. Et après, je sais pas l'ownership, honnêtement, de la maintenance, j'y ai pas réfléchi. Je pense que c'est un manque. Je ferai différemment aujourd'hui, mais voilà, faut juste y réfléchir. Je sais pas quelle est est-ce qu'il y a une solution clé? Est-ce que c'est de créer des meetings? Est-ce que c'est créer tous les mois d'avoir par grands espaces sur Notion 5 personnes qui se réunissent, qui identifient des choses, qui se tiennent responsables les unes les autres, peut-être? Juste avoir le nom de quelqu'un qui apparaît et du coup les gens seront dirigés vers cette personne assez naturellement et ça mettra des petits coups de pied aux fesses pour mettre à jour la page peut-être. Je sais pas, mais ouais, faut y penser. Faut y penser. Super clair. Du coup, je ferme la parenthèse, Ouais. On revient. Aujourd'hui, votre académie, donc elle sert à l'onboarding, est-ce qu'elle sert à d'autres programmes en interne? Alors l'onboarding, ça a été le premier cas d'usage qu'on a lancé en décembre 2020, janvier 2021.
On a ouvert la Spendesk Academy à tous les Spendeskers en mars 2021. Bon, voilà, il reste énormément de choses à faire dessus, mais les grands programmes qu'on peut y trouver aujourd'hui, ça va être des programmes qui peuvent concerner l'ensemble des Spendeskers. Et ça, c'est des soft skills, des choses sur les soft skills, par exemple sur le feedback, ou peut-être pas sur des soft skills, mais du core knowledge, j'ai envie de dire, type vision, culture. Ou dans soft skills, on peut aussi trouver des choses autour du recrutement, comment faire passer des entretiens, ce genre de choses. Et on a aussi beaucoup de contenus qui ont été créés autour du produit, qui était un manque, quelque chose sur lequel on peut continuer à se muscler. Comment faire en sorte que les Spendeskers connaissent mieux le produit, en particulier les équipes qui sont face aux clients, les sales et customer success. Et là-dessus, je tire mon coup de chapeau à Tiffany Dubois, qui est Product Ops et qui a été, je pense, l'une des principales contributrices, vraiment une personne clé dans le lancement de la Spendesk Academy, parce qu'on a eu des belles formations qui ont été créées autour des lancements de fonctionnalités. Et je pense que ça continuera. Top, super clair. Si on pousse un peu plus loin, est-ce que même en facing client, il y a des trucs que vous mutualisez entre du knowledge interne et knowledge externe, type Non, ça pourrait le devenir un jour, mais on n'a pas poussé. Moi, il y avait deux choses que j'avais identifiées. Effectivement, il y avait cette partie formation du client. Des personnes en user care ou customer success m'avaient posé la question. On pourrait le faire avec le même outil, qui est 360 Learning. Bon, là, la réponse que je leur ai aussi toujours donnée, c'est toujours le recul de dire c'est pas parce que 360 Learning, on l'a déjà adopté, qu'il faut absolument l'utiliser pour l'onboarding client. Pensez à votre cahier des charges et ensuite on verra si 360 Learning peut y répondre. Et autre chose qui pouvait être intéressant, j'avais essayé de faire Inception côté recrutement en disant il est possible via 360 Learning de créer un channel public. Un public channel, c'est une fonctionnalité, et que ça pouvait être intéressant de mettre des petits cours autour des différentes équipes pour donner envie aux gens de candidater en voyant à quel point on était intelligent et qu'on avait des bonnes choses à raconter. Mais je ne sais pas si ça sera fait un jour. très clair. Merci beaucoup pour nous avoir décrypté l'intérieur de la machine, comment tu as mis ça en place. J'essaie. J'ai quelques dernières questions qui te concernent plus personnellement. En fait, je voulais te demander comment toi tu apprends, quelle est ton expérience d'apprenant et surtout quel est ton moteur aussi, parce qu'effectivement on voit que la connaissance a un rôle un peu clé dans ton job tous les jours. Comment ça se passe comment toi tu apprends et qu'est-ce que tu mets en place comme routine pour être à jour sur ces sujets? Bah alors, mon moteur, il est petit parce que j'ai une Dacia Sandero. On parlait d'hybride tout à l'heure. C'est un 1,4 litre, je crois. Bon, c'est dur dans les montées. Merci, on va s'arrêter là. Les camping-cars nous doublent, c'est dire. Moi, mon moteur. Alors, tu parles d'apprentissage en général ou chez Spender? Ouais. Je sais pas, mais c'est de la curiosité Tom, aussi. comment il apprend, Tom? Comment il apprend, Tom? Tom, il lit. Ok. Voilà, j'aime lire. Je suis curieux de plein de choses. Je sais pas si on veut Est-ce que tu rentrer as des dans une sources psychanalyse. est-ce que tu as non, mais est-ce que tu as des sources, de lecture, notamment liées à ces sujets de knowledge management à partager avec nos auditrices et nos auditeurs? Ah non, des sources sur le knowledge management. Alors là, il y a un truc à créer. S'il y en a qui veulent créer un média dédié au knowledge management, c'est peut-être le moment. Mais comment tu t'es formé alors sur le sujet, toi? S'il y avait pas Ah, grand-chose, d'écrit? sur le tas, hein. Je pense que Ouais, deuxième coup de chapeau, je vais rendre hommage à mon ancien manager, Romain Dalmasso, donc Head of Operation. Je pense il avait quand même pas mal de bonnes idées à partager. Donc, l'exemple des ponts entre outils, hein, c'est quelque chose sur lequel il a fait passer pas mal de messages. La communication autour des lancements, la bonne pratique, l'idée de mettre le workshop sur Notion juste après le CEO, c'était son idée. Enfin, après, c'est learning by doing, hein, pour reprendre le titre du. ouais, tout à fait et tu disais quand même que tu lis beaucoup,
comment dans tes journées de travail tu structures ta veille? Parce que c'est aussi un sujet qu'on a nous beaucoup avec les gens qu'on aide. Ils nous disent, bah, en fait, ouais, je sais qu'il faut que j'apprenne des choses nouvelles, je sais qu'il faut que je prenne du temps. Comment ça s'inscrit dans tes routines de travail? Bah, elles s'inscrivent pas dans mes routines de travail, je vais encore te décevoir. C'est plutôt le soir et le week-end. Ça va être ça ma Ok, veille. Finalement, quelques newsletters ou des sources d'informations que je vais aller vérifier régulièrement. mec. Et puis voilà, ouais, j'ai aussi Notion qui m'aide dans ma vie personnelle, Ok. tellement apprécié que j'ai aussi un compte Notion perso, mais enfin pour ma vie quotidienne, j'ai envie de dire. Encore un autre compte Notion pour suivre mes activités à la mairie. Donc je suis très Notion Ah, ça, centré. c'est intéressant. Comment tu utilises Notion pour ton travail d'adjoint? Et ben j'ai une page liste de tâches où je me note tout ce que je dois faire. J'ai une page une base de données où je centralise toutes mes notes, notamment les notes de one-one que j'ai avec les services qui sont dans ma délégation. Et j'ai un agenda aussi que je tiens à jour aussi régulièrement que possible pour pas perdre la tête. Ok. Et du coup, pour bien comprendre ton rôle, tu es en interaction avec plutôt des administratifs, enfin des gens de la mairie, ou en échange aussi avec des gens de l'extérieur? Bah, les deux Des quand même, administrés, pardon. Je des cherchais le administrés. terme. Je trouve que c'est un peu horrible ce terme. Des habitants. Ouais, je dis plutôt habitants, citoyens. Non, c'est plutôt avec les services, mais ça peut être avec les habitants aussi. Euh, Ok. Ça peut être avec les services, et moi je recommande à tout le monde cette expérience d'élu, parce que donc dans ma délégation, j'ai la direction à la vie associative et à l'événementiel, et j'ai aussi la partie économie locale, et je trouve que c'est intéressant de se plonger dans des domaines pour lesquels on n'est pas expert, ou certainement pas aussi expert que les agents de la collectivité qui voilà, travaillent dessus au quotidien. Donc ça oblige à là aussi prendre du recul et essayer de se créer des schémas de pensée pour être sûr de tout couvrir quand on n'est pas Ouais. expert. Donc c'est un peu les questions types que tu forges et que derrière tu peux réappliquer d'ailleurs à ton travail, même à des choses sur lesquelles tu es expert. Donc par exemple, ce que j'ai appris en learning by doing, c'est quand on te demande de prendre une décision, qui est impacté? Est-ce qu'il y a des gens qui sont desservis? Est-ce que les autres directions, si elles sont concernées, ont été consultées? Quel est votre point de vue? Demandez ça aux agents avant, plutôt que d'avoir un oui/non, c'est quelle est votre proposition? Pourquoi? Pour m'aider dans ma réflexion. Donc voilà, c'est se forger un peu des questions types qui sont très abstraites. Ouais. Et c'est bien, du coup, je peux les appliquer un peu partout. Top. Et est-ce que tu penses que ton rôle de knowledge manager t'aide dans ton rôle d'adjoint, dans la structuration de ton travail? Bah oui, 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 je pense sur la gestion de projet. Ouais, ouais, clairement, essayer de suivre les choses dans la durée, sur la partie routine aussi, finalement, c'est assez inspirant. Mais dans l'autre sens aussi, je pense que c'est intéressant de voir, je pense dans la mairie, l'aspect intérêt général, l'aspect long terme aussi. Et pour l'anecdote, je trouve alors on peut souvent critiquer les services publics, je pense en France, avoir un peu des clichés, mais il y a des choses qui paraissent comme des pesanteurs administratives, mais qui, au fond, sont quand même très intéressantes. Et moi, je pense, en termes de knowledge management, comment les délibérations au conseil municipal sont écrites, je trouve ça très intéressant, parce que finalement, c'est une forme de knowledge management qui est incorporée. Finalement, toutes les lignes qu'on peut voir avant d'entrer dans une délibération, c'est-à-dire, compte tenu de la loi machin, de la décision qu'avait prise le conseil municipal le 15 septembre 2002, compte tenu des recommandations du préfet, compte tenu machin, machin, bah finalement, c'est du knowledge management. Au moins, on peut retracer l'historique de la décision. Et je pense C'est le fil d'Ariane de la décision. exactement. Et alors, c'est un peu aride à lire, mais finalement, si on avait la même chose en entreprise, je pense que souvent, ça serait pas si mal. Au fait, pourquoi on a fait ça? Mais oui, c'est sur quel document, quel schéma de réflexion on s'est basé avant d'arriver là.
pense que la plupart du temps, et ça c'est aussi peut-être une bonne pratique ou une bonne question à se poser pour revenir à Notion, etc., c'est de se dire, quand on regarde une page, est-ce que quelqu'un qui arrivera dans 3 ans comprendra? C'est un bon crash test, ça. Ouais, je pense que c'est un bon crash test. Et moi, c'est sur les pages projets que j'essaye de mettre à jour, enfin voilà, mes projets, et de me dire, parfois j'ai un peu cette fierté de me dire, j'ai l'impression d'avoir bien documenté, et j'espère que s'il y a quelqu'un dans 2 ans qui est là et que je suis plus là, il comprendra et il réinventera pas la roue. C'est un peu le principe du knowledge management de base. Éviter de faire 2 fois la même chose, de gagner du temps, d'accélérer notre capacité à faire. Mais on peut vite l'oublier en fait. Super clair. Écoute, Tom, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais te remercier. C'était hyper riche. Je garde dans ma petite poche l'analogie entre le learning et le knowledge management, le manuel et le dictionnaire. Ça, je pense que faut que je me l'écrive quelque part. C'était hyper utile. Dernière question à te poser. Qui faut que j'interviewe, que tu connais sur ces sujets learning dans le podcast? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tu as une liste de noms à me donner? Ouais, carrément. Je pense que une autre personne chez Spendesk qui est très intéressante, je dirais que c'est Alizé Limard. Alors, je vais vraiment vouloir l'avoir balancé, mais Qui se charge de? Qui est alors en qui charge est de quoi? team lead sur la partie revenu enablement. Voilà, D'accord. un parcours sales et puis enfin, management sales, et là elle essaye petit à petit de construire je dirais, tout un environnement de formation et de soutien aux sales, et maintenant aussi customer success, et c'est hyper intéressant parce que les contraintes sales sont fortes, donc faut Ouais. vraiment avoir le bon appui au bon moment, faut les aider à se former très vite. Souvent les sales qui nous rejoignent pour la partie BD, donc business developer, sortent d'école, donc ont aussi peu d'expérience. Donc pour toutes ces raisons-là, voilà, faut être très très fort sur, sur ce qu'on sort comme expérience. Ok, bah écoute, c'est noté. Il y a un mail qui va partir très vite. Je te mettrai en copie. Merci encore une fois, Tom. Je te souhaite C'était une un bonne plaisir, suite de Baptiste. journée. À très vite. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.